Bienvenue dans Richissime, anciennement Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent et de mindset de manière simple, décontractée et fun. Je suis Delphine Pinon, je suis coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à gagner, dépenser, économiser et investir leur argent pour que chaque euro compte et soit utile à se créer la vie à laquelle ils aspirent. Ce podcast est mon kiff personnel que vous êtes plus de 30 000 à écouter chaque mois. J'y partage tout ce que j'apprends quotidiennement sur l'argent depuis plusieurs années, seul ou au contact de mes invités. Je partage des choses qu'on ne peut pas trouver en faisant une simple recherche sur Google. Je donne la parole à des gens extraordinaires qui nourrissent notre vision individuelle et collective de ce qu'est l'argent et de ce que ça veut dire pour chacun de nous. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent. Je vous aide à comprendre ce qui coince pour vous, ce qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer ou de vous limiter. Et je vous partage surtout les clés pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de mes clients. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, avant évidemment c'était Budget Chéri. Vous pouvez me retrouver donc sur Instagram pour des partages quotidiens et surtout beaucoup plus personnels. Et c'est aussi sur Instagram que je présente toutes mes offres d'accompagnement et de coaching. Et là où vous pouvez me parler directement en message privé. Cet épisode est la deuxième partie de mon entretien avec Owen Simonin, alias Asher, expert, youtubeur et entrepreneur dans la blockchain et les cryptos. Si vous ne le connaissez pas, Owen est une star de la crypto. Il est à la crypto en France ce que Mick Jagger est au rock dans le monde. Dans la première partie, la semaine dernière, on a parlé de crypto-monnaie et d'investissement dans les cryptos. Je vous renvoie à l'épisode 47 si vous ne l'avez pas encore écouté pour pouvoir en savoir plus. Dans cette deuxième partie, c'est à l'homme que je me suis intéressée. Comment peut-on avoir une telle trajectoire à son âge, 24 ans? D'où vient-il ? Dans quel environnement a-t-il grandi? Quand et comment a-t-il découvert sa passion pour l'argent et la création de valeur? Est-ce facile d'être riche en France? Comment a évolué son train de vie ces dernières années? Quelle est la dernière dépense de moins de 100 € qui l'a le plus impacté récemment? Voilà toutes les questions et bien d'autres que je lui ai posées dans cette deuxième partie de notre entretien. Sur ce, je vous laisse découvrir notre conversation. Bonne écoute! Tu as 24 ans. Et il y a un truc. J'aime pas tellement réduire les gens à leur âge et je suis loin de vouloir te réduire à ton âge. C'est marrant parce que ça me fait penser à Kylian Mbappé qui disait « On en a rien à foutre que j'ai 19 ans ». Tu sais, pendant longtemps, il s'est battu. Arrêtez de me dire que j'ai 18 ans. Arrêtez de me bassiner avec le fait que j'ai 19 ans et tout. Je fais juste des trucs incroyables, laissez-moi avec mon âge, tu vois. Ouais. T'es un peu dans cet état d'esprit, t'en as marre qu'on te parle de ton âge ou c'est quelque chose, au contraire, t'aimes bien l'idée d'avoir transformé le truc et de pouvoir être capable d'inspirer aussi d'autres jeunes qui se disent « Ouais, à 24 ans, on peut faire autre chose que draguer des nanas ». Peut-être que tu dragues des nanas, c'est pas la question, mais franchement, à 24 ans... Voilà, je me préoccupais plus de ce que j'allais porter samedi soir en allant sortir qu'autre chose, quoi. Puis avoir une bonne note à mon examen. Bon, pour être franc, la réponse varie également en fonction de mon mood. Je suis déçu d'être jeune quand je me fais reprendre et qu'il y a un partenaire qui me fait comprendre que j'ai pas l'âge pour bosser avec lui. Et d'un autre côté, quand j'arrive à signer un gros établissement bancaire qui me dépose des dizaines de millions d'euros, je me dis boum, ça c'est fait, 24 ans, c'est validé. En réalité, maintenant, je pense que je suis un peu plus loin que ça. C'est plus vraiment une question. Les gens qui viennent vers moi pour mon image, ma façon de faire et mon travail. Ils regardent plus mon âge. Au début, c'était une vraie frustration. Au début, il y a des clients qui m'ont littéralement dit « Attends, t'as pas fini ta barbe et tu veux que je te donne de l'argent, sérieusement ?» Ça prend des claques. Mais en réalité, ça me touchait dans mon ego. Et l'ego, c'est toujours pareil. Soit l'ego, on le met devant soi, c'est un moteur et ça va nous tirer vers l'avant. Soit l'ego, on tire ça comme une pierre qui va nous rendre aigris, qui va nous abîmer. J'ai toujours mis ça en moteur. D'accord? Eh bien, regarde ce qu'il peut faire, le gosse. Regarde, fais-moi confiance. Ferme les yeux. Souviens-toi de ce que tu viens de dire. Dans 4 ans, tu reviens me voir. Et c'est ça qui m'a donné une certaine énergie. Donc non, j'en ai un peu rien à cirer. Ce qui me plaît, c'est que je suis encore jeune, donc j'ai encore un gros chemin devant moi et je m'épanouis réellement dans ce que je vais apprendre. J'ai réellement l'impression et le sentiment que je suis dans le chemin le plus efficace qui me permet de mûrir, qui me permet de grandir, qui me permet de comprendre et de réellement aller de l'avant et de me sentir utile à ma place et capable d'eux. Et c'est ce sentiment que je veux garder. Alors oui, savoir que j'ai que 24 ans et donc j'en ai suffisamment dans les cuisses pour faire encore un peu de chemin, ça c'est cool. Et j'imagine la pertinence que je pourrais avoir si jamais je suis confronté à des profils aussi pertinents que je le suis aujourd'hui, de plus en plus, chaque jour, et à un rythme acharné avec
cette envie d'y aller vraiment et de se casser la gueule. Ça me donne envie d'y aller et ça me fait plaisir d'être jeune. Maintenant, de temps en temps, avant, ça me gênait. Maintenant, mes chiffres parlent d'eux-mêmes, quoi. J'ai moins de preuves à faire qu'avant. J'ai pas envie de dire que j'ai plus de preuves à faire parce que c'est faux. Et je pense que quand on en arrive là, c'est fini. Quand on en arrive là, je viens d'avoir une notification. Il y a quelqu'un de l'équipe de Shiba qui lance le Red Shiba Coin. C'est la même chose, mais le jeton est rouge. Bref. Non, voilà, pardon. Non, donc en réalité, non. C'est pas que ça m'intéresse ou que ça m'intéresse pas, que ça me choque plus. Maintenant, quand quelqu'un me dit « Ouais, t'es jeune, ça le fera pas. » Next. Et surtout, même si j'ai pas les épaules, parce qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment au-dessus qui peuvent me le dire, hein. Quelqu'un qui gère 25 milliards me regarder et dire hey, « T'es un gamin, t'arriveras pas à monter là. » Je peux lui dire « Écoute, passer de 400 millions à 25 milliards, c'est quand même plus facile que passer de ce que j'étais avant à 400 millions. » Donc, en tout cas, ça me fait pas peur. Et ça donne de l'énergie. Mais en réalité, les personnes avec un peu de bonne volonté, ils te tendent la main à partir d'un certain niveau. Et donc, même s'ils me disent « Écoute, je pense que t'es pas encore prêt, qu'il te faut un petit peu de chemin. » Mais avant, j'étais jugé. Avant, j'étais genre, non, mais vas-y, rentre chez toi, tu nous fais perdre du temps. Maintenant, c'est OK. Peut-être pas maintenant. Je te laisse 2-3 ans, puis on se reparle et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Il y a beaucoup plus de bienveillance. Et puis, comme disait Corneille, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et c'est sur cette phrase-là que je me suis reposé pendant longtemps, quoi. C'est marrant ce que tu dis parce que je pense que je ferai un épisode là-dessus. Je suis convaincue que c'est plus dur. Tu vois, je le dis à ma communauté. Je pense que c'est plus dur de passer dans, tu vois, de grosses dettes ou d'un découvert chronique à zéro que de passer de zéro à gagner 10 000 € par mois, tu vois. Mais c'est totalement certain. Et je me rends même compte que sur la pyramide de Maslow, les premières étapes sont hardcore à passer et plus on monte, plus c'est facile. Et ensuite, la pyramide est faite pour que ceux qui soient bien à l'aise et qui aient tout le contrôle ne puissent plus redescendre. Parce que naturellement, ces gens-là se protègent pour que ceux d'en dessous ne puissent pas monter. C'est triste à dire, mais évidemment, c'est plus dur de passer de 0 à 1 000 € par mois que de passer de 1 000 à 2 500, que de passer de 2 500 à 5 000. Par contre, après, il y a des changements d'échelle. C'est-à-dire que la personne qui est à, je sais pas, moi je dis 1 million d'euros de fortune, là, le vrai challenge, c'est comment tu passes de 1 à 100 millions. Là, c'est un autre monde. Mais passer de 100 millions à 100 millions et 100 000 €, passer de 1 million à 1 million et 100 000 €, c'est beaucoup plus facile que quelqu'un qui a mis que 10 000 € de côté toute sa vie et qui doit augmenter son épargne et la passer à 20 000 € de côté. Parce que c'est proportionnel à la difficulté qu'il a aujourd'hui. Et plus on avance, plus on a des moyens, plus c'est facile d'avancer. Ceci est un message d'espoir. Bien que, il faut bien le comprendre. Non, en fait, tu vois, je pense que toi et moi, on parle le même langage. Non, mais un langage qui se comprend, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est plus un message d'espoir, mais je voudrais vous dire vraiment, ne vous dites pas que vous allez, que ça va être dur toute votre vie. Mais c'est vrai que le démarrage est dur. Voilà, décider de prendre le départ d'une course, déjà de décider, c'est dur. Prendre le départ de la course, c'est dur. Après, quand t'es dedans, quoi. Et il y a 3 bons conseils sur ça. Hein. Le premier, c'est aimez vous casser la gueule, aimez être au pied du mur, aimez être dans la merde, puisque de toute façon, on commence comme ça au début pendant plusieurs années. Alors autant kiffer son environnement, aimez être sous pression et être dans cet environnement-là. Moi, j'adorais ça. À chaque fois que je me cassais la gueule, j'avais l'impression que j'allais apprendre un truc. À chaque fois que j'allais me confronter à quelque chose, c'était un challenge. Et donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des challenges. Quand on est dans cet état d'esprit, déjà, c'est plus viable. Ensuite, évidemment, je mets quand même entre guillemets, oui, bon, quelqu'un qui a 50 € sur son compte, qui sait pas comment finir le mois et qui sait pas comment bouffer, il va écouter mon conseil, il va me dire, ouais, mais t'es gentil, toi, avec tes conseils, aimez vous casser la gueule. Moi, si je me rate, je mange pas demain. Et ça, c'est vrai. Il y a quand même c'est vrai quand on entreprend, mais dans une certaine mesure. Évidemment, je peux pas dire ça à quelqu'un qui meurt de faim dans la rue, ce serait pas correct. Mais modulo ce fait-là, aimez être dans cette situation. La deuxième chose, c'est éclatez-vous dans ce que vous faites. Parce que si vous vous éclatez pas, vous le ferez pas 24/24. Et il y a que quand on est à fond dans un truc. Il y a que quand on dégage une envie profonde et quand on s'amuse dans ce qu'on fait, qu'on peut y mettre suffisamment d'énergie pour sortir de cette phase où on a l'impression, putain, on n'avance pas. On a l'impression que plus on fait des efforts, plus on recule. Et c'est un moment qui est compliqué, mais il faut le traverser. Et ensuite, dans le tout dernier cas, il faut avoir un objectif quantifiable à chaque fois. Si quand j'avais 1 000 € sur mon compte, mon objectif c'était 1 million d'euros le mois d'après, je n'aurais jamais réussi. Il faut tout le temps que l'objectif soit smart, qu'il soit quantifiable, atteignable. Et c'est comme quand on est crevé mais qu'on doit avancer quand même. T'es plus là à courir à toutes jambes, non. Tu mets un pied devant l'autre. Tu te concentres sur quelque chose de très simple, étape par étape, et tu vas tout droit.
Et n'oublie pas que la seule différence entre quelqu'un qui abandonne et quelqu'un qui continue, c'est que celui qui abandonne, il n'a plus aucune chance de réussir. Celui qui continue, il va faire d'autres erreurs, il va apprendre d'autres choses, il va comprendre. Et c'est comme ça qu'on peut s'en sortir, du moins de la maigre expérience de la vie que j'ai, rappelons-le. Mais c'est comme ça que je me suis rendu compte que tout problème, quel que soit le domaine, quel que soit l'environnement, fonctionnait. Par rapport au point numéro 2 que tu viens de dire, tu sais, c'est marrant parce que tu kiffez ce que vous faites et en même temps, il y a un message, je trouve, qui commence de plus en plus à émerger et qui est critique vis-à-vis de... C'est pas exactement ce que tu as dit, mais je voudrais que les gens le comprennent pas mal. C'est il faut avoir une passion pour réussir, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui sont pas heureux dans ce qu'ils font et qui sont sensibles à ce message et qui se disent « Ouais, mais moi, je sais pas ce que j'aime, j'ai pas de passion, etc. » Et du coup, ils sont dans un espèce de statu quo, ils font rien, ils font pas bouger les choses, ils voient pas les opportunités parce qu'ils attendent d'avoir un truc qui les fasse kiffer, quoi. Et faut pas non plus... moi, si j'avais pensé imaginer être là en lançant ce podcast, jamais j'avais cette vision... Je m'étais même pas dit l'argent, c'est une passion. Enfin, tu vois, j'avais pas ce truc-là, mais faut aussi remettre les choses en perspective. C'est trouver un truc dans lequel vous kiffez, mais au moment où vous allez démarrer, au moment où vous allez lancer des pistes, semer des graines, vous savez pas forcément que ça va donner ce que ça va donner, quoi. Je sais pas, Non, je suis totalement d'accord avec ça. Et puis après, le truc qui est dur, c'est que forcément... toutes les personnes qui ont réussi, c'est aussi des personnes qui ont eu un petit peu de chance à un moment ou à un autre. Et puis bon, la chance, on la provoque, attention, c'est parce qu'on est là à un certain moment. Je sais, je me souviens de ce petit... Il n'y a pas de chance, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a que la personne qui a fait l'effort d'être là tous les jours, qui le jour où l'opportunité s'est présentée, elle a su la saisir. Mais des fois, l'opportunité, elle peut prendre du temps. Et moi, mine de rien, je savais ce que j'aimais, c'était la technologie. Et la technologie qui m'a passionné d'un coup tout de suite, c'est celle qui a explosé. Donc, c'est pas de la chance, entre guillemets, parce que j'étais là, j'ai bossé longtemps, j'ai eu plein d'échecs dans la technologie avant de tomber sur la blockchain et que ça explose. Mais mine de rien, il faut avoir conscience que c'est pas juste, j'ai essayé, ça a pas marché, c'est la faute à pas de chance. Non, il faut provoquer ça et malheureusement, provoquer, ça veut dire échouer et réessayer. C'est ça la provocation. Et donc, il faut pas s'attendre à avoir un succès tous les jours. Et le nombre de choses incalculables que j'ai faites qui m'ont coûté de l'argent, qui m'ont amené des ennuis, qui ont fait que j'ai eu aucun résultat, mais qui ont été la base obligatoire et nécessaire, qui m'ont permis, quand j'ai saisi la blockchain, de me voir, ok, je vois ça, je vais essayer de me lancer là-dedans. Là, je pense que ça peut le faire mieux qu'avant. Eh bien, c'est toutes ces erreurs que j'ai faites. C'est vraiment toutes ces erreurs qui m'ont donné une petite chance de saisir certaines opportunités que je saisis aujourd'hui. D'où te vient ce mindset ? Parle-moi un peu de ton parcours. Tu vois, tu as grandi dans quel environnement ? D'où viens-tu, Owen ? Alors, je viens dans un environnement qui n'avait aucun rapport avec celui dans lequel je suis aujourd'hui. Mon papa était artificier, puis ensuite il a travaillé dans le monde du sport en tant que préparateur physique. Si vous regardez une photo de moi sur Internet, vous verrez que ça ne se voit pas sur mon corps. Non mais mon père était Non, mais j'exagère, mais mon père était champion de France de musculation en 96. En même temps, je suis pas sûre que je trouve des photos de toi torse nu non plus, mais... C'est vrai. Mais bon, allez, il y en a qui vont chercher. Oui, grave. Non, mais ce que je veux dire, c'est que mon père est vraiment très dans le sport, la musculation, le corps humain, le métabolisme. Alors moi, pas du tout. Moi, c'était l'argent, la magouille, les petits business, essayer de créer un truc. Quand j'étais petit, c'était comme ça. Ma mère, aucun rapport avec ça. Ma mère était artiste peintre. Ça n'a rien à voir. Et à un moment, j'ai comme si j'avais un pet au casque. D'un coup, moi, je me suis dit, allez, let's go. Moi, ce que j'aime, c'est créer de la valeur. Ce que j'aime, c'est échanger, entreprendre, fournir. Et même avant que ce soit sur l'ordinateur. T'avais quel âge à ce moment-là ? Ça a commencé 5-6 ans. 5-6 ans ? 7 ans. Mes premières conneries, c'était ça. Je ramassais des noisettes, j'allais les vendre. Non, le tout premier truc que j'ai fait... Non, j'aimais faire des business, des idées, j'aimais vraiment créer de la valeur. C'est vraiment quelque chose qui me faisait plaisir. Mais j'aimais créer de la valeur avant même de savoir que ça s'appelait créer de la valeur. On a eu cette discussion tous les deux, c'était marrant. Je t'ai dit, tu crois vraiment, Owen ? Je dis, tu crois vraiment qu'à 10 ans ou à 5 ans, tu disais que tu créais de la valeur ? Tu m'as dit, non, bon, ok, d'accord, je vais être honnête. À l'époque, je créais de l'argent. Mais je me souviens, 11 ans, c'est collège. 11 ans, c'est collège. Eh ben, c'était bien avant. Au collège, je vendais déjà. Au collège, je gagnais de l'argent. J'étais déjà dans ce mood-là. Les premiers trucs, c'est que je me souviens, j'allais chercher des noisettes ou j'allais chercher des trucs que je pouvais trouver gratuitement, mais j'avais compris qu'il y avait de l'intérêt pour les autres. Et en échange de ce bol de noisettes, moi, j'allais récupérer un pack de coca chez ma tante. Et c'était le deal.
Et je voyais que je pouvais, grâce à... ou alors, elle venait, au contraire, elle me donnait un sac de noisettes, elle me fait, voilà, ces noisettes-là, elles n'ont pas de valeur pour moi, mais quand elles seront ouvertes et que tu auras enlevé la coquille et que j'aurai récupéré ce qu'il y a dedans, là, je te paye ton pack de coca. J'avais un moyen de faire des coca. Et les coca, je savais les vendre 2 € pièce. Donc, boum, tac, transformation. Et j'avais le mécanisme, sans savoir que c'était de la valeur derrière ou quoi, mais le but, c'était d'avoir de l'argent. Et avec cet argent-là, j'allais m'acheter un jouet, un truc que je voulais, etc. Et là, j'étais encore plus petit. Et en fait, ça a commencé à s'appeler business, entre guillemets, parce que j'avais conscience je fournis un effort, je transforme ça, je reçois du cash en échange. C'était vers mes 10, 11 ans, quand je rentrais au lycée. Avant, quand j'étais en CM2, c'était trop bon enfant. Quand j'étais en petite école, j'échangeais, j'essayais de comprendre. Et cela, c'était de la valeur à l'état pur, mais je m'en rendais pas compte parce que j'étais petit. Quand je suis rentré au collège, là, j'ai commencé à, je vais appeler mes amis. Ils ont besoin de quoi? Je vais comprendre. Je vais essayer de l'avoir moins cher qu'eux, je vais leur vendre. Et puis après, en grandissant, j'ai petit à petit optimisé, commencé à créer des idées, jusqu'au moment où je suis tombé sur les jeux vidéo. Et là, je me suis rendu compte de la valeur que pouvait avoir quelque chose de numérique, de virtuel. Et là, ça m'a encore permis d'accélérer tout ça, quoi. Donc, ça vient pas des parents, mais comment est-ce que... Enfin, je dis ça vient pas des parents. C'est pas évident, tu vois, sur le papier par rapport à leur métier, mais qu'est-ce que tu penses que peut-être ils ont favorisé chez toi en termes de croyances, en termes de messages? Est-ce qu'il y a des trucs que tu te dis aujourd'hui, c'est sûr, les autres parents, ils disent pas ça à leurs gamins, et moi, je sais que ça m'a aidé, ou ça m'a aidé à libérer ce que j'étais déjà un peu au fond de moi, quoi. Alors là, je suis à une phase de ma vie où vraiment j'ai la pression de me dire que si un jour j'ai des enfants, je vais devoir leur transmettre le truc le plus dur à transmettre. Déjà, j'aimerais que mes enfants ne manquent de rien, comme je l'ai été, très clairement, mais j'aimerais qu'ils aient quand même la dalle, qu'ils aient quand même vraiment envie. Et je me rends compte que mes parents m'ont transmis ça. Mon père et ma mère ont toujours fait en sorte qu'on manque de rien, on a manqué de rien, mais on avait envie d'y aller. Quoi que tu fasses, fais-le bien. Quoi que tu fasses, donne-toi à fond. On s'en fout que tu sois le meilleur. Par contre, regarde-moi en disant que tu as tout donné. Ok, t'es 5e sur 20, c'est bien. Mais je m'en fous que tu sois 5e ou même 15e. Par contre, regarde-moi et dis-moi que tu as fait le max. Dis-moi que tu as tout lâché. Dis-moi que tu t'es vraiment donné à fond. Parce que c'est comme ça qu'on est, nous. C'est notre nom de famille. Quand on y va, on donne tout. Et oui, j'ai encore tapé sur la table. Je suis désolé. C'est l'émotion. On avait dit Owen en off. On tape plus sur la table. Mais vous l'avez entendu? On vous transmet. On va au-delà de la voix. Non, mais c'est ça, en fait, qu'ils m'ont donné. Quoi que tu fasses, fais-le bien avec des bonnes valeurs. Parce que ça, c'était mon père. Il y a 2 choses. Ton nom de famille, parce que c'est ce qu'on représente et c'est ce qu'on aimerait représenter, faire les choses bien et qu'on soit connu pour faire les choses bien, ou du moins que... Et puis en fait, c'est drôle parce que moi, je parle d'être connu, ça peut... L'influence, Internet, YouTube et tout, mais mon père n'utilise pas les mots de la même façon. Pour lui, ça peut être juste les voisins d'en face. Ils savent que quand on demande au Simonin, est-ce qu'on peut vous faire confiance pour ça? Non, vous pouvez faire confiance. On est des gens comme ça, on fait ça bien. En fait, c'est vraiment le côté honneur qu'il y a eu. Puis en plus, on était en Corse et c'est très important là-bas. Mon père me disait, ne me mens jamais et ne triche pas. Ne triche pas dans le sens où tricher, c'est quelque chose de très profond. Il ne faut pas contourner les règles. Il faut les comprendre. Il faut jouer avec parce que la vie est faite ainsi. Mais il ne faut pas tricher. Il ne faut pas abuser de ce système. Le système ne te plaît pas, t'en trouveras un autre qui te correspond. Mais à partir du moment où tu acceptes les règles, compose avec les règles que tu as acceptées. Ne serait-ce que pour être sain et pour être bien. Et c'est toujours pareil, c'est drôle, mais je m'en rends compte dans mes vidéos. Quand je présente un projet auquel je crois vraiment et qui se casse la figure derrière, même quand les gens m'en veulent, je ne m'en veux pas parce que j'ai bien fait mes recherches. J'y croyais vraiment. Et comme tout risque, quand on investit quelque part, on peut se casser la figure. Par contre, à l'époque où j'avais un petit doute sur un projet, mais je l'ai présenté quand même, quand il s'est cassé les gueules et que les gens me l'ont reproché, là, je me sentais mal. Parce que j'avais eu ce petit doute et j'ai préféré pas le voir. Et là, j'ai compris ce que c'était tricher. Il faut pas tricher avec soi-même, avec ses valeurs. Il ne faut pas aller plus loin et mener des actions qui vont plus loin que ce que vous êtes. Il faut respecter les valeurs avec lesquelles, des choses qui sont en accord avec vous-même. Ça, c'est très important. Et je pense que c'est ça qu'il me disait quand c'était « il ne faut pas tricher ». Et ensuite, tu as tout ce truc-là qui m'a quand même donné envie d'avoir la dalle, envie d'aller plus loin. Et puis à côté, quand j'étais petit, c'était ne me mens pas, parce qu'avant de comprendre que je travaillais et que j'allais à l'école pour moi, j'y allais pour eux. Et le fait de ne pas mentir, ça fait que même si à partir du moment où tu ne mens pas à tes parents, tu leur donnes une pleine visibilité. Et donc après, à eux de choisir, parce que si quand tu leur dis que tu as fait une bêtise,
Ils te mettent 2 grosses claques et t'auras plus jamais envie de leur dire que t'as menti. Mais mes parents n'étaient pas comme ça. Mes parents, ils comprenaient. Ils essayaient de comprendre pourquoi on avait menti, pourquoi on avait fait cette bêtise. Et on était punis, mais en juste mesure de ce qu'on avait fait. Et donc, en fait, suffisamment pour nous faire comprendre que c'était quelque chose de mal, mais pas suffisamment pour... Enfin, en gros, on respectait le pacte. Merci de cette transparence, merci de me l'avoir dit. Quelle que soit la bêtise que tu vas faire, je serai derrière toi. Par contre, ne me mens pas. Parce que quand t'es petit, tu peux faire quelque chose de très grave et ne pas t'en rendre compte, que tes parents, eux, peuvent se rendre compte que c'est très grave. D'où je pouvais faire plein de bêtises, j'avais une certaine liberté qui m'a permis d'essayer plein de choses. Par contre, au moment où je faisais une bêtise et que j'étais pris la main dans le sac, mon père me disait attention, maintenant tu vas me dire tout ce que tu as fait, sans mentir, parce que sinon, ce sera le pire quart d'heure de ta vie. Et donc, j'ai toujours eu cette liberté de me dire, bon, au pire, je prends une bonne torgnole, au pire, on va m'expliquer ce que j'ai mal fait, mais je peux essayer. Et ils m'ont toujours encouragé à essayer, à bidouiller. Quand j'étais petit, j'ai fait tous les sports du monde, mes parents s'arrachaient les cheveux, mais ils m'ont toujours encouragé à être touche à tout. Et ça, c'était une grosse force qu'ils m'ont donné et qui m'ont laissé faire en fait. Ils m'ont permis de faire mes erreurs, tout en contrôlant le cadre pour pas que j'abuse et que je fasse une bêtise trop grave un jour. Si j'ai bien compris, tu étais un petit garnement avec ton frangin aussi, avec qui tu travailles aujourd'hui, et qui est un grand frère. Mais garnement plutôt premier de la classe, enfin... Pas du tout. Insupportable. Mon frère et moi, on se battait tout le temps. D'ailleurs, Owen et William se battent. C'est faux. William avait 4 ans de plus que moi. William me frappait. Moi, je criais pour que ça résonne dans la maison. Mes parents ne sortaient pas au restaurant. On était des frangins imbuvables. Vraiment. Hein. Je rêve et je prie tous les jours pour ne jamais avoir un fils comme j'ai été. Vous comprenez ça ou pas? Non, c'était terrible. Et mes parents, d'une patience. Mon père, beaucoup à l'international dans le monde du football parce qu'il voyageait. Ma mère nous a élevés seuls à certains moments parce que mon père ne pouvait pas être là. Mais d'une compétence. Et j'arrive seulement maintenant, quand je commence, j'ai 24 ans, je commence à grandir. On me dit, Owen, c'est dans les 5-6 prochaines années, il va falloir que tu te poses les bonnes questions, que tu rencontres quelqu'un. Et là, j'arrive en mode, mais attendez, vous vous rendez compte que très vite, on va me poser ces questions-là après. Mais je suis incapable de répondre à ça. Je vois le niveau... Être père, ça doit être un certain level quand même, ça doit être un certain niveau. Et je me dis, waouh, je sais pas si je suis encore prêt à transmettre toutes ces choses qu'on m'a transmises. Et franchement, j'aimerais pouvoir transmettre cette liberté et être à la fois aimé, se sentir bien, se sentir en sécurité, mais quand même pas trop oppressé pour avoir le droit de faire tes erreurs, le droit de te rater, le droit d'essayer. Et c'est essayer qui finalement mène à quelque chose, quoi, et un certain épanouissement. Ce qui fait qu'assez vite, je savais ce que j'aimais. Parce que dès tout petit, mes parents m'ont dit, bon alors qu'est-ce que t'aimes? J'en sais rien moi, alors commence par ça, essaye ça, recommence ça, essaye ci. Mes parents m'ont poussé à essayer plein de choses. Et dès un moment, j'ai dit non, j'aime pas ça, je veux faire ça. Ok, fait. Maintenant, t'as ta voix, t'as ton truc, débrouille-toi. Mais n'abuse pas et ne me mens jamais. Ça me marque, ça m'a marqué. Tu te souviens du moment, est-ce que ça a été simple de leur annoncer que t'as arrêté les études? Si j'ai bien compris, t'as arrêté tes études parce que tout se passait bien à côté et que tu voyais pas forcément le besoin de... Simple. Mon père gagnait assez bien sa vie pour nous dire, choisissez une école de commerce ou de business que vous voulez et je pourrais vous la payer. Il paye Epitech à mon frère, une école qui est assez chère. Il me paye l'EDEC Business School, une école qui est très chère. Les deux réunis, c'était compliqué pour eux. Même s'ils avaient un bon niveau de revenu, ça devenait assez compliqué. Mon père me dit, c'est très simple, hein. Moi, je peux te payer une école de commerce. Par contre, je suis dans le football. Hein. Je ne vais pas te laisser une boulangerie, une entreprise, rien. Moi, si tu te rates, là, t'es grand. Je parle plus au Owen qui est dans la cour, qui vend des noisettes à 11 ans et qui comprend rien. Non, là, c'est Owen, 18 ans, t'es rentré en école de commerce, t'as 21 ans, tu me dis, tu veux tout arrêter pour miner du Bitcoin. Pas de souci, garçon. Par contre, regarde-moi bien. Si tu te rates, je pourrais rien faire, là. Et là, t'en as conscience. Et là, c'est la fameuse discussion où il n'y a plus de mensonge ou quoi. Là, c'est la fameuse discussion de si tu veux sauter, et moi, je pense que c'est une bonne idée, je te laisse faire le cap. Par contre, comprends bien que là, c'est le seul truc où je peux pas t'assister, quoi. Tu te rates. Et du coup, j'ai un peu peur, j'hésite, il essaye de me dissuader, et il me dit, écoute, est-ce qu'on pourrait pas faire un système qui te permettrait d'essayer d'entreprendre, mais sans arrêter tes études? Comme ça, on tire un peu les deux méthodes, et on peut se retrancher sur la première en cas d'échec. Et là, mon père m'a permis de faire ça, on a négocié un peu avec l'école, on a essayé, et d'un coup, je lui ai dit, papa, je vais plus en cours, ça sert à rien. Regarde l'entreprise, elle explose. On a fait 150 000 euros de vente en quelques mois. Mon père, il m'a dit, ouais, non, en effet, c'était pas une mauvaise idée, c'était une bonne intuition.
sauve-toi, garçon, quoi. À tel point que mon père, maintenant, arrête le football et va venir entreprendre à nos côtés. Il arrête lui-même son monde parce qu'il a investi dans les crypto-monnaies avec nous. Il a découvert ça depuis des années et maintenant, il est sur le point de nous rejoindre. Ok. Il y a un sujet, je t'ai même pas posé la question en préparant si tu étais à l'aise de le dire. Mais je voudrais qu'on parle de toi, ta vie, ce que tu gagnes, tes revenus. Just Mining se porte très bien. Globalement, la boîte fait combien de chiffre d'affaires? Le dernier bilan que vous avez clôturé, Alors, ça veut tout et rien dire. Le dernier bilan devait être à 6 ou 7 millions. Cette année, on clôturera à plus de 25 millions. Et le problème, c'est que chiffre d'affaires, je donne un exemple. Il y a un client qui dépose 1 million d'euros pour rentrer sur un produit où je gagne 1%. Ça compte comme du chiffre d'affaires. À l'inverse, un client me délègue 200 millions de dollars sous gestion de par un protocole blockchain qui va me rapporter des centaines de milliers d'euros par mois. Ça compte pas dans mon chiffre d'affaires. Donc, ça veut tellement rien dire. D'un point de vue comptable, ça sert à rien de regarder par exemple, Binance, qui est la plus grosse place d'échange au monde de crypto et qui prennent une commission sur tous les volumes qui passent. Ils passent des dizaines de milliards par jour. Pourtant, on regarde leur chiffre d'affaires, ça doit être quelques millions autant en fonction des pays. Donc, c'est vraiment non représentatif. Du coup, moi, je sais que pour les entrepreneurs, ce qui est souvent délicat quand je pose cette question, déjà, il y a les multiplicités de sources de revenus. Donc, je ne sais pas, toi, tu as forcément tes investissements en propre. Ensuite, tu as Owen, l'entrepreneur, etc. Mais en plus, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a le patrimoine, il y a ce que tu as d'investi avec la volatilité. Et après, il y a ce que tu te verses. Et puis, en même temps, ce qu'on se verse, en général, est hyper limité parce que quand on est entrepreneur, une partie de notre train de vie est soutenue par nos entreprises. Donc, est-ce que toi, tu arrives à te dire, je sais pas, je suis à peu près dans telle case, je vis à peu près le train de vie de quelqu'un qui a 10 000, 20 000 Alors, par honnêtement, mois, je vis le train de vie de quelqu'un qui gagne 2 000 euros par mois. En fait, que je ne fais que travailler. Que me dire ça. J'en étais sûre que tu vas me dire. Travailler. J'ai de l'argent, mais en fait, je l'utilise pas. J'ai pas le temps de l'utiliser. Mais j'ai vraiment pas le temps de l'utiliser. Ça j'ai fait pas gagné rêver. des millions et des millions d'euros. Rêver, Owen. Pourtant, non, j'ai gagné des millions et des millions d'euros. Beaucoup, beaucoup d'argent. La particularité, et pourquoi je ne mettrais pas une somme exacte, déjà parce qu'on est en France et globalement, il y a une puissance, la relation des gens à l'argent en France, même si ce n'est pas le cas de ta communauté, et on en avait parlé, mais c'est très malsain en France. Le système a été fait et a été pensé pour que les gens s'encouragent à ne pas prendre de risques, s'encouragent à ne pas se mettre en danger. On juge et on stigmatise l'échec. On n'encourage que très très peu la réussite. On n'a pas envie. Faut être moyen. Je me rends compte que c'est quand même. Non, mais c'est vrai, faut être moyen. Je trouve que dans notre pays, vaut vraiment pas. C'est comme dans une cour d'école en 5e. Tu vois, faut pas être le plus moche, faut pas être le plus pauvre, faut pas non plus être le meilleur de la classe, faut pas être le plus beau, faut pas être le plus intelligent. Voilà. Ou alors, si tu veux t'en sortir, faut être le plus beau, le plus riche, le plus fort d'un coup, tu vois. Ouais. Parce que c'est le seul moyen que tu auras de t'en sortir. Parce que la transition sera mortelle, en fait. Dans ces cas-là, effectivement. Et t'es le leader et tout le monde te kiffe, quoi. Le popular guy. En vrai, j'ai gagné beaucoup d'argent. En comptant également la valorisation de mes entreprises, etc. Ma fortune s'élève à plusieurs dizaines de millions d'euros, si on compte tout ça. Mais bon, la valorisation de tes startups, c'est bien beau qu'elles aient une valeur, mais tant que tu la vends pas, c'est pas le cas. La valorisation des millions d'euros que j'ai gagnés dans la blockchain. Moi, je suis en train, ça fait plus de 8 mois que je travaille avec 3 cabinets d'avocats fiscalistes pour préparer ma déclaration. Parce que c'est une déclaration, mais dans les crypto-monnaies, quand on a gagné de l'argent, on n'est pas obligé de payer de l'impôt. On paye de l'impôt quand on veut revenir en euros. Et donc là, moi, ça va faire plus de 2 ans que j'ai des discussions et que je commence. Et maintenant, ça va faire plus de 8 mois que je paye des frais tous les mois et qu'on est en train de préparer la demande. Parce que je peux pas simplement déclarer mes impôts comme ça. C'est un montant qui est si gros, je dois m'entretenir avec le fisc et demander ce que l'on appelle un rescrit fiscal. Parce qu'on sait jamais, c'est tellement flou. S'ils disent oui, on vient de définir qu'en France, c'était 99,9% d'impôts finalement. Non, moi, je veux un papier du gouvernement qui me dit voilà, après l'étude de votre situation, vous nous devez tant. Et à ce moment-là, je commence à discuter avec eux et je vois si je paye mes impôts. La particularité, c'est que tous mes conseils me disent « Sauve-toi, mais t'es malade, tu as le droit de déclarer tes cryptos où tu veux. » Il n'y a pas un seul pays au monde où c'est pire que la France. Pourquoi tu veux déclarer ici? Et moi, je leur dis parce que je suis français. Ça paraît fou comme raisonnement, mais c'est un peu la démarche. Et donc là, j'essaye de passer par la grande porte et de contacter du coup, et j'ai déjà des discussions, même avec le gouvernement. J'ai déjà ouvert certaines discussions et j'attends vraiment de trouver le bon moment pour déclarer. Quand tout sera déclaré, je pense que je le dirai même pas. Mais en réalité, j'aurais pas besoin de cet argent. J'ai un beau train de vie, je me suis acheté une belle voiture avec l'une de mes sociétés. Moi, j'ai acheté mon appartement, mais c'est un petit appartement, 50 mètres carrés. Mais avec mon frangin, tous les 6 mois, on achète d'autres apparts.
Puis on investit sur plein de boîtes. En ce moment, on investit sur plusieurs boîtes par mois. On rentre au capital de plein de trucs. En fait, on utilise notre argent pour réinvestir et pour faire grossir notre empire, en fait. Mais bon, globalement, oui, j'ai quelques centaines de milliers d'euros de côté. Oui, je pourrais, si je veux, fiscaliser quelques millions et les descendre sur mes comptes. Mais quand on travaille 100 heures par semaine, ah oui, c'est sûr, j'ai un sacré lit king size parce que quand je dors, j'ai envie de dormir bien. Mais c'est tout. Je n'ai réellement pas le temps de profiter de tout ça. Et le temps viendra parce que j'ai conscience et je pense vraiment que il faut pas passer, même si j'aime ce que je fais, même si c'est un vrai plaisir, je ne veux pas être à ce rythme toute ma vie. Ce serait indirectement oublier de vivre. Je veux vivre ces moments de pression, je veux sprinter pendant encore quelques années, mais je sais que d'ici 3-4 ans, je vais commencer à me reposer un peu plus, commencer à prendre du temps pour moi. Là, j'en suis à me dégager 5 ou 6 jours, en comptant les dimanches et les samedis, par an. C'est pas viable. C'est pas viable. Je peine à avoir un jour et demi, 2 jours à Noël. C'est pas faisable. Donc, j'ai conscience de tout ça et je sais que c'est pas durable. Je sais aussi il faut savoir tirer sur la corde quand on a des opportunités qui se présentent. Mais voilà, aujourd'hui, ma fortune, mon simula m'importe peu parce que j'ai beaucoup en crypto-monnaie. Donc, dire un chiffre qui peut être divisé par 2 la semaine prochaine, c'est quand même dommage. Et ensuite, même si je le disais, il n'est pas encore totalement fiscalisé et moi, je serais content de dire voilà, j'ai fiscalisé tous ces flux. Aujourd'hui, je vis au rythme de quelqu'un qui gagne 2500 ou 3000 euros par mois parce que c'est ce que je gagne, ce que je me verse avec ma société. Et c'est le compte sur lequel je puise tout ce dont j'ai besoin. Après, oui, je me suis acheté une voiture de sport avec l'une de mes sociétés, donc j'ai ce rythme-là. Mais c'est la société, encore une fois. Donc, comme tu l'as dit, c'est la société qui prend une partie des charges, si tu veux. Mais bon, à part avoir une belle voiture que je garde sur le parking le matin, qui me permet de venir au travail et qui me permet de rentrer chez moi dormir pour recommencer la même chose demain, j'ai pas de rythme de vie particulièrement fou, quoi. Je vais te poser une question un peu... je vais aller titiller, tu vois. Elle n'était pas personnelle, celle-là? Plus personnelle que la première, là? Non, mais tu sais, le nombre de gens que j'ai interrogés qui ont des revenus beaucoup plus importants que la moyenne, tu vois, c'est ton cas. Et quand ils me parlent de leurs revenus, ils se sentent obligés de dire « Ouais, mais regardez, j'ai pas non plus une vie super simple, tu vois. » Je sais que à la fois, c'est une réalité et dans ton discours... J'en ai pas honte du tout, hein. Non, mais c'est pas une question de honte, mais tu vois, ils se protègent du marché et des gens et de ce qu'ils pensent en général. Mais est-ce que tu te sens obligé, tu vois, quand tu dis je me suis acheté une putain de belle voiture et j'ai une dizaine de millions d'euros en patrimoine, est-ce que tu te sens obligé de dire ouais, mais j'ai une vie où je dors pas beaucoup? Non, alors là, pour le coup, j'en ai rien à cirer. Hein. J'ai rendu des gens multimillionnaires. Hein. J'ai rendu des gens millionnaires. Il y a une femme de ménage qui a investi chez moi $1 500. Elle doit avoir aujourd'hui plus de 250 000 balles chez nous et on a acheté une villa. Enfin, non. On a fait gagner de l'argent à beaucoup de gens. L'argent que j'ai, je sais d'où il vient, je sais avec quelle valeur je l'ai fait gagner et je sais exactement pourquoi j'en suis là. J'aurais pu gagner beaucoup plus. On m'a proposé des chèques faramineux pour bypasser mes valeurs et pour aller un peu plus vite. J'ai gagné des dizaines de millions d'euros et j'en gagnerai d'autres. Mais si tu veux. Mais même, non, moi, là pour le coup... C'est vraiment un combat personnel parce que c'est le sens de mon message tous les jours. Tu vois que j'ai envie de dire que les gens soient pauvres ou soient riches, vous excusez pas de gagner qu'ils se sentent pauvres. Peu importe ce que vous gagnez, vous excusez pas de gagner ce que vous gagnez. C'est ça que je veux dire, tu vois. Et je sais que ma communauté, elle est vraiment bienveillante là-dessus. Et vraiment, je te dis, voilà, je sais que parce que tu viens de me dire juste avant, en France, c'est pas OK. Et c'est vrai que si tu passais sur BFM, et c'est vrai que si tu passais sur TF1 et que tu disais, je me suis acheté une belle voiture et que je suis capable de claquer une bouteille de champagne comme ça et que je laisse des pourboires à 200 balles et j'en sais rien ce que tu fais, tu vois. Mais je sais que, évidemment, en fonction du contexte et de l'endroit où tu le dis, je sais que déjà, tu le dirais pas, en fait. Non, il y a des contextes dans lesquels tu ne le dirais pas. Mais c'est parce que c'est la perception des gens. En tout cas, moi, je sais comment j'ai gagné cet argent. En plus de ça, il y a eu des moments où j'ai eu le choix d'en gagner plus vite, mais en respectant des valeurs qui n'étaient pas les miennes, et je ne l'ai pas fait. Donc, non seulement j'ai aucune honte de ce que j'ai gagné, même si la situation sociale et le monde dans lequel on vit font qu'on ne peut pas non plus tous les jours le dire d'une certaine façon. Par contre, très clairement, l'argent que j'ai gagné, je sais d'où il vient, je sais avec quelle valeur j'ai fait, et je sais surtout à quel moment je me suis dit, ouais, ça je le mérite, ça, c'est pas beau de le gagner de cette façon-là. Donc, pour le coup, on pourrait dire ce qu'on veut, mais je suis très, très à l'aise avec ce que j'ai gagné. Et il y a même des fois où je me dis, putain, je me demande si rayer un peu plus mes valeurs et à gagner un peu plus, est-ce que là, vraiment, on pourrait me reprocher d'eux? Et non, c'est vraiment vis-à-vis de moi que je dois être à l'aise avec mon argent. C'est pas vis-à-vis des autres. J'en ai rien à cirer. Si les gens sont pas capables de percevoir la façon dont moi je perçois mon argent, ça les regarde. S'ils sont pas à l'aise et s'ils préfèrent stigmatiser ce qu'il y a autour
et s'enfoncer dans quelque chose en mode oui, c'est pas juste, quelqu'un qui gagne, c'est forcément un truand. Non, moi je l'ai fait avec mes valeurs qui sont basées sur ces valeurs saines d'éducation que j'ai eues, en tout cas que j'estime saines. À partir de là, si ça convient pas à certaines personnes, il n'y a pas de problème. En attendant, tous ceux que j'ai vus réussir étaient des personnes qui, quand ils ont vu quelqu'un gagner, ils n'étaient pas là à lui tirer des pierres, à l'insulter, à dire ouais mais c'est une honte ce que tu voles, ce que tu... Non, comment t'as fait ? Montre-moi comment. Qu'est-ce que t'as appris ? Et, enfin, ce que je veux dire, c'est que quand t'écoutes un podcast sur la finance, c'est que t'as envie de comprendre comment est-ce qu'on va plus loin dans la finance. T'écoutes pas un podcast pour être frustré de gens qui ont réussi. Ou alors, c'est que tu as les très mauvaises valeurs françaises, des très mauvaises valeurs que la France communique. C'est une des premières énormes marches de mindset à franchir. C'est effectivement quand t'as quelqu'un qui réussit en face de toi ou qui a un niveau où, je sais pas, tu vois quelqu'un se balader dans la rue, il a une belle voiture ou une femme qui a un truc que t'aimerais avoir ou j'en sais rien, c'est ok au lieu de te dire ah putain ou d'être dans le pardon pour le putain non mais tu vois, au lieu d'être dans la jalousie, au lieu d'être dans le ah comment, enfin mais de dire ah comment t'as fait, tu vois, très clairement comment t'as fait vraiment, je veux savoir en fait. Et le jour où on arrive à shifter ça et à dire non mais je suis trop contente si t'as réussi, et si t'as un truc à me dire, si t'as un conseil, tu vois, le jour où on arrive à shifter ce mindset, un des premiers trucs à faire, tu vois, pour se mettre dans le mindset de la réussite, de grandir, de croissance, c'est vraiment d'être inspiré par les gens qui font plus, au lieu d'être dégoûté, au lieu de se sentir rabaissé, au lieu d'eux, tu vois. Et d'ailleurs... je suis certain de ça. T'as dit un truc qui m'a beaucoup plu dans une interview que j'ai vue de toi, que j'ai écouté. Non, c'était en vidéo, avec David Laroche. Je sais plus, je crois qu'il a dû te demander à la fin qu'est-ce qui t'énerve le plus dans la vie, ou dans la vie, ou je sais pas, mais qu'est-ce qui t'énerve le plus, et tu lui as dit, en fait, ce qui m'énerve, c'est les gens veulent pas savoir qui est bon et qui est bon pour bosser avec lui. Ils veulent savoir qui est mauvais parce qu'ils veulent avoir un truc à dire à leurs amis le soir quand ils vont aller boire un verre. Et puis les gens ont plus d'énergie à mettre à critiquer ce qui se fait de mal plutôt que de se dire ok, qu'est-ce qui se fait de bien et comment est-ce qu'on peut amplifier ce mouvement-là ? Même si t'es pas capable de faire quelque chose de bien ou de mal, les gens ont vraiment... En fait, les gens, ils se nourrissent vraiment du petit potin, du truc malsain, du problème. Mais bitcher est un sport national. Je sais pas si c'est que en France, bitcher est un sport national. Et c'est tellement facile de regarder en bas. C'est tellement facile de se comparer en bas. En fait, c'est tellement facile de se suffire de ce que l'on a, de là où on est. J'adore. Et c'est tellement facile de se suffire et de dire « Oh, regarde ce que j'ai !» Eh bien, moi, je n'ai jamais eu autant la dalle de toute ma vie que depuis que j'ai certains moyens et depuis que je me rends compte. Avant, j'étais là, comment m'en sortir, comment monter. Maintenant, je me dis, mais tu te rends compte, avec ces moyens-là, on peut faire des trucs qui dépassent l'intérêt particulier. On peut aider des gens à une certaine échelle. On peut mettre en place des systèmes qui vont améliorer. On n'en est plus à essayer d'avancer. Non, on en est à se dire, bon, le monde va mal, mais il va peut-être un peu moins, enfin, il va peut-être un peu mieux qu'hier. En tout cas, on peut le faire aller un peu mieux qu'hier. Et ça me plaît. Ça m'excite aujourd'hui. Ça me donne une énergie folle qui me donne envie d'y aller. Et c'est ça qui me donne envie de continuer. Et très clairement, on est arrivé à un moment où quand je mettais mes objectifs financiers au départ, je me dis bon, quand j'ai ça sur mon compte courant et que j'ai un appartement propriétaire, je suis tranquille. Puis on a éclaté ça très vite, puis on s'est dit bon, est-ce qu'on arrête là pour autant ? Non. En fait, ce qui nous amuse, c'est pas uniquement la fin de l'histoire, c'est vivre cette histoire et d'avoir des moyens pour la construire et pour façonner un peu plus ce qui est autour de nous, à notre image, avec nos valeurs et puis de s'amuser en fait finalement. Et je m'amuse en allant vers ça. Et je suis pas tout le temps à me dire oui, mais lui, il pourrait, comment ça ? Et la critique constructive, je l'écoute. La critique méchante et violente, elle me passe au-dessus de la tête parce qu'elle existe. Mais il faut être capable de rester suffisamment ouvert pour comprendre les conseils qui vont te façonner, parce qu'il y en a toujours, surtout à mon âge. Hein. J'arrive à sortir une connerie toutes les 2 heures. Donc, il faut être capable quand même d'être ouvert à des personnes plus intelligentes que toi qui vont te dire « Regarde, là, je vois un truc que tu ne vois pas. » Et c'est pas que de l'intelligence, c'est aussi de l'expérience, c'est aussi du recul. Et combien de fois je me suis dit « Owen, tais-toi ». Réfléchis et souviens-toi que ce que tu dis aujourd'hui, tu ne seras peut-être pas d'accord avec toi l'année prochaine. Donc, il faut rester suffisamment modelable pour être façonné par son environnement, mais suffisamment certain de ses compétences pour dire non. Là, j'y vais et là, je suis sûr que je peux faire quelque chose. Ce que j'adore avec ce que tu dis, c'est l'intention que tu as. En fait, tu dis pas... je veux plus parce que je suis insatisfait de ce que j'ai. Et ça, c'est hyper important pour moi. En fait, ce que tu me dis, c'est je suis arrivée à un objectif et je me dis, ok, je veux explorer d'autres limites, en fait. Je veux voir, s'il y a autre chose, je veux le voir, en fait.
Moi, j'aime bien cet état d'esprit de dire, ok, si la vie, elle a plus à m'offrir, je veux aller voir ce qu'il y a, tu vois. Mais c'est plus, on est vraiment dans la curiosité et le challenge plutôt que non, en fait, bon, je suis arrivée à un objectif, ça y est, c'est next, je suis pas content de ce que j'ai. Et tu vois, c'est pas l'insatisfaction de ton moteur, c'est vraiment, t'es un explorateur, quoi. J'ai 2 objectifs super arrogants, du coup, je les donne jamais. Vas-y. Je vais les donner là. Le premier, c'est que j'aimerais tout voir, tout faire, tout vivre. Franchement, j'ai pas l'ambition d'être heureux. Je pense vraiment qu'être heureux, c'est accepter... Enfin, je pense vraiment que pour être heureux aujourd'hui, je dis pas qu'on peut pas faire plein de choses et être heureux. Je dis juste que l'une des façons très faciles d'être heureux, c'est de rester bébête et pas forcément de tout voir, tout faire, tout vivre. Parce que quand on voit le monde comme il tourne aujourd'hui, il y a de quoi être triste. Vraiment. Et donc, je me suis dit, non, est-ce que je veux être heureux? Est-ce que c'est plus le plaisir d'être... Non, je veux être vivant. Et après, j'ai parlé également à mes parents et tout, qui m'ont dit, ouais, mais ça, c'est parce que t'es jeune. Il y a un moment où tu vas prendre du recul, tu vas souffler un peu plus, tu vas voir la vie différemment, déjà quand tu auras une famille, des enfants, et peut-être que ça va changer. Mais là, maintenant, tout de suite, le jeune homme que je suis de 24 ans, il veut pas spécialement être heureux. Je veux être dans la merde, je veux être sous pression, je veux voir des trucs compliqués, mon rêve, ce serait de monter les échelons et de parler à ces gens qui sont au-dessus, qui voient tout, qui comprennent tout, qui ont monté les échelles et qui ont vécu des moments très, très, très difficiles que peu d'êtres humains ont été capables de vivre, et de leur dire à eux, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Comment est-ce qu'on peut aider? Est-ce qu'il y a vraiment plus aucune chance? Ou est-ce qu'il y a un moyen d'améliorer cette merde et c'est quelqu'un qui bloque? Comment? Ça, c'est ce qui me donne envie de monter aujourd'hui. C'est vraiment ça, cette énergie. Et ensuite, de me dire que si on peut pas tout voir, tout faire, tout vivre, avec cette vitesse-là, on pourra voir beaucoup de choses, vivre beaucoup de choses et faire beaucoup de choses. Et la deuxième, et là, je me demande encore si c'est possible, mais ce serait un rêve, c'est montrer que le capitalisme et plus globalement cette volonté de créer plus, augmenter, aller plus vite, plus fort et générer de la valeur pouvait être une loi qui s'appliquait sans pour autant tout brûler sur son passage, écraser ses partenaires, ses fournisseurs, tromper ses associés. Je voudrais montrer qu'il est possible de faire beaucoup d'argent et d'accélérer en respectant certaines valeurs et une durabilité et une bienveillance globale. Et je ne sais même pas encore si c'est possible, mais en tout cas, j'aimerais, et ça, ce sera, c'est qu'à la fin de cette histoire, et quand on aura terminé avec mes associés, mes employés, mon aventure, dire aux gens, est-ce que c'était vraiment une machine dans laquelle le board était en train d'essorer des oranges qui étaient ses employés pour que tout le monde sorte à mort, ou est-ce que c'était vraiment une aventure de pirate et vous l'avez vécu comme moi? On était vraiment sur un bateau, on a hissé le mât et puis c'était parti, quoi. On était tous ensemble dans le même truc, et j'espère que ça ressemblera à cette deuxième histoire et pas à la première. En tout cas, c'est ce que j'aurais aimé communiquer. J'ai dit explorateur, t'as dit pirate, ça me va très bien. Attention, on boit du rhum aussi. Non, J'ai 2 questions pour terminer. Il y en a une que je pique je la pique à Tim Ferriss. Je l'ai entendue dans un podcast et je me suis dit, mais moi, je veux cette question, je veux la poser à mes invités. Est-ce que tu peux me parler d'une dépense de moins de 100 € que tu as fait récemment? La dépense de moins de 100 € qui a le plus d'impact récemment dans ta vie? J'en ai une de 400 €, mais elle va changer toutes vos vies. Vous êtes prêts ou pas? Je sais pas si je l'accepte. Vas-y, dis-moi et après, je dirai si je valide. Si vous entreprenez et que vous utilisez beaucoup de papier, achetez-vous un Remarkable. Ce truc va changer votre vie. Alors moi, je le vois, ça. Il est en train de me montrer l'objet, c'est un espèce de carnet de notes, quoi. Alors, faut taper, c'est Remarkable. Ok. Alors, allez évidemment, voir ça coûte un peu cher, mais ça remplacera toutes vos notes papier, ça peut se partager sur l'ordinateur, c'est incroyable. À l'heure actuelle, en septembre 2021, j'ai rarement été surpris par des outils technologiques qui m'ont fait gagner autant de temps. Voilà. Point. C'est une bombe, je suis pas au capital, ils me répondent pas, j'ai pas de part, je gagne rien. Bon, je gagne rien, mais vraiment, je l'ai fait essayer à mon frère, il m'a regardé, il m'a dit, mon Dieu, comment on pouvait vivre sans ça? Shut up and take my money. C'est exactement ça. Ok. Moins de 100 €, c'est vraiment des livres et des livres et des petits livres, des livres audio. Parce que c'est drôle, mais je suis quand même très numérique, très vidéo, très techno comme ça. Plus j'avance, plus je me dis, waouh, un podcast, tu peux te prendre des connaissances. Ouais. Moi, j'ai plus le nom du podcast, mais c'était Salad Chicken Chick. L'histoire de l'entrepreneuse qui a créé un truc qui fait des salades de poulet, très simplement, aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est un business qui vaut ça fait 75 millions de profits par an. Et elle raconte son histoire en anglais. Et là, je me dis, mais c'est tellement Spotify, c'est à la portée de tous. Ça coûte quelques euros par mois. Et il y a des bouquins. Factfulness, c'est un bouquin, il m'a donné
3 ans de maturité ou 4 ans de maturité, alors que c'était juste un livre. Et j'aimais pas lire, et pourtant, je l'ai éclaté en 3 jours. Parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont pas chers, c'est la connaissance qui coûte rien. En fait, il y en a tellement sur Internet, pour quelques euros, on peut avoir accès à une quantité de connaissances illimitées. Super. Non, Voilà. Non, parce que j'ai pas beaucoup d'outils j'ai de cette moins de 100 réflexion euros, sur vraiment. les bouquins. Les bouquins, c'est extraordinaire. Moi, j'ai eu la même réponse que toi. Hein. Les dépenses récentes de moins de 100 euros qui ont changé ma vie, c'est des bouquins. Après, un bouquin, quand tu le lis, qui te fait waouh, mais après, ta vie ne change pas, c'est qu'il y a un problème. J'ai souvent tendance à dire ça. Normalement, si le bouquin te fait waouh au moment où tu le lis et qu'il n'y a pas un truc qui change dans ta vie, il faut t'arrêter, il faut regarder pourquoi. Aller te faire aider si tu as besoin de te faire aider et ensuite t'avances. Mais c'est pas possible. Alors, par contre, malheureusement, j'ai un constat qui est terrible. J'ai plein d'amis à moi, ils ont lu le livre, ils m'ont dit waouh, je comprends pourquoi tu disais c'est un truc de fou et tout. Ils ont rien changé à leur vie le lendemain. Ouais. Mais il y a tellement de bouquins. Il y a des gens qui, la suffisance, on en revient, c'est ça me suffit de l'avoir lu et je vais en parler à mon prochain dîner, voilà. Ouais, puis j'ai un truc à raconter, puis j'ai pas envie de. Il y a beaucoup de gens qui. En fait, ils aimeraient aller plus loin, plus vite, mais ils n'ont pas envie d'aller plus loin, ils n'ont pas envie d'accélérer, ils n'ont pas envie de se donner de mal. Chaque chose que l'on peut gagner nécessite un effort. Ce que les gens aimeraient, c'est gagner plus en faisant rien de plus. Et ça, c'est pas possible. C'est comme l'argent rapide, l'argent facile. L'argent facile n'existe toujours pas. Si on peut gagner plus, c'est parce qu'on peut perdre plus. Si on peut gagner rapidement, c'est parce qu'on peut perdre rapidement. Si on peut gagner quelque chose, c'est parce qu'on a pris le risque de perdre soit du temps, soit des efforts, soit du... Les gens qui ne veulent pas se mettre dans la merde et qui n'acceptent pas de comprendre que pour avancer, il faut faire un pas en arrière, ils avanceront pas. Ou alors, ils auront de la chance. Et là, on parle bien d'une vraie chance parce qu'on sera sur un ticket astro gagné au tabac du coin, quoi. Et ma toute dernière question, c'est qui aurais-tu envie d'entendre à ce micro parler d'argent ? Malcolm Gladwell. Dis-moi qui est Malcolm Gladwell. Un génie qui a écrit des livres qui vont changer vos vies. Bon, alors. Et j'en ai lu que 2, mais je donne un exemple. Il a écrit Outlier, qui a été vraiment, c'est le seul que j'ai bouffé de A à Z d'ailleurs pour l'instant. Et en gros, il t'explique, il y a des génies, il y a des Mozart, il y a des ci, il y a des là, mais globalement, est-ce qu'ils ont des points communs ? Ou est-ce que c'est juste, lui, c'est dans son cerveau, il comprend mieux le piano ? Non, ils ont des points communs. Il y a des choses que l'on peut expliquer. Il y a des choses qui font qu'il y a des prédispositions. Et vous pouvez voir si vous êtes prédisposé à certaines choses. Mais arrêtez de penser qu'un diamant est un diamant jour 1. Ils ont tous un point commun. Comme le fait qu'ils se sont tous éclatés la tronche sur leur méthode et sur leur domaine. Mozart a joué du piano pendant des heures durant sans jamais s'arrêter. Et il y a quand même des choses qui disent non. Il y a quand même ils se sont tous mis dans la merde. Il n'y a pas de lui, un jour il est arrivé, d'un coup il est devenu riche parce qu'il était devenu bon. Non. Le mec a douillé, le mec a souffert. Alors oui, il avait une appétence à apprendre plus vite qu'eux, mais il y a un schéma qui se répète et qui est identifiable, facile à comprendre et facile à répéter. Et ça, les gens doivent le comprendre parce que quel que soit le génie, quel que soit le domaine, tout le monde respecte ces mêmes schémas. Il faut les connaître. Après, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont plus de facilité que toi. Mais c'est comme l'école. On n'est pas obligé d'aller à l'école pour réussir. Mais quand on est petit, on ne sait pas quoi faire. Et globalement, quelqu'un qui va apprendre à parler français, anglais, qui va à l'école et qui va apprendre les bases de la vie en société quand il est plus jeune, avant ses 10 ans par exemple, c'est quand même quelqu'un qui a plus de chances de réussir dans une société parce qu'il aura appris les bases. Je dis pas qu'on peut pas réussir sans, qu'on doit faire des études et finir sur un doctorat, c'est faux. Mais un mec qui a étudié pendant 15 ans l'ingénierie informatique aura plus de chances de réussir dans l'ingénierie informatique que quelqu'un qui n'a rien fait du tout. Par contre, quelqu'un qui a étudié depuis chez lui et qui était passionné par ça, il peut rivaliser, etc., etc. Et quand on lit ce bouquin, on se dit, ouais, de temps en temps, il y a quand même des bases, il faut les apprendre, c'est pas inné, il faut bien le comprendre. Ça s'apprend. Merci Owen. Merci beaucoup. Merci. Les gens peuvent te retrouver donc sur ta chaîne YouTube, tu as un compte Instagram, alors c'est Asher, hein, parce que c'est vrai que... Je suis partout. Alors, tu préfères qu'on t'appelle Owen ou Asher ? J'en ai complètement rien à cirer. Ouais, je sais pas, ça me fait bizarre d'appeler quelqu'un par son pseudo, mais vous le trouverez. C'est vrai que ça fait un peu bizarre pour certains, mais il y en a tellement qui m'appellent Asher de par ma chaîne que moi, c'est devenu totalement... Mais oui, là, pour le coup, sur tous les réseaux, n'importe lequel. Vous l'avez, je suis dessus. Ok. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, partout. Vraiment ? Ça dépend de l'audience. Et puis, globalement, allez sur le réseau où vous êtes le plus à l'aise. Ouais. Parce que du coup, je mets un contenu qui vous correspondra le plus. Sur TikTok, je vous livre pas la même chose que sur LinkedIn. Mec, t'es sérieux, t'es sur TikTok ?
Bah, il y a une audience, il y a des gens qui recherchent du contenu, je suis là pour éduquer, donc il n'y a pas d'âge. J'ai 10 ans plus que toi, c'est pas encore arrivé jusqu'à moi. Je sais qu'il y a des gens qui ont mon âge et qui sont sur TikTok, c'est pas la question, mais... Ah, c'est pas TikTok qui est pas arrivé jusqu'à toi, c'est toi qui n'as pas fait la démarche d'aller sur TikTok. Je suis pas arrivée jusqu'à TikTok. Non, bah, je voulais pas non plus au début. Bon. Et pourtant. Non, mais voilà. Podcast donc... TikTok bientôt. On verra. Non, il est partout. Vraiment, je vous jure que moi, je partais quand même de loin sur les cryptos. Peut-être il y a des gens qui partent encore plus loin, mais il y a des vidéos sur YouTube qui sont pour les initiés. Il y a des vidéos pour les gens qui débutent. C'est vrai qu'il faut regarder un certain nombre. À un moment donné, on peut pas se dire que vous allez regarder une vidéo et que c'est la seule, la vraie, et que vous allez tout maîtriser. Ça, je vous le dis, c'est clair, comme ça, c'est dit. Et voilà. Et écoute, je te remercie tellement de m'avoir consacré tout ce temps-là. Je suis super heureuse pour la communauté. Et puis voilà. Je te dis juste à bientôt. Ciao, ciao. Je sais qu'on va se revoir. Ciao. Bon alors, ça décoiffe ou ça décoiffe pas cet épisode? Merci à tous mes warriors qui sont encore une fois allés jusqu'au bout. Est-ce que, comme le dit Owen, vous avez le sentiment de vous suffire de ce que vous avez, de ce que vous vivez? Est-ce que vous avez l'impression que la peur vous empêche, souvent ou quelquefois, d'explorer davantage votre potentiel? J'ai vraiment envie de vous proposer plus d'épisodes comme celui-ci, plus d'incursions dans la vie de gens hors normes, et j'œuvre tous les jours en sous-marin pour ça. C'est pas simple d'avoir des invités comme Owen, mais j'y arrive. J'en ai déjà d'autres en préparation. Évidemment, votre soutien en public, en privé, vos avis et vos étoiles sur Apple Podcast m'aident énormément. Je ne peux que vous encourager à continuer. Mais surtout, continuez à partager les épisodes. Partagez les épisodes à votre sœur, à votre mère, à votre collègue, à votre frère, à votre oncle, à votre meilleur pote, à votre pire ennemi. Vous allez rendre un fier service au monde en faisant juste de l'argent un sujet de conversation normal. C'est ma mission tous les jours avec ce podcast et vous avez les moyens de m'aider au quotidien, évidemment. Sinon, vous pouvez aussi venir me dire sur Instagram ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous l'avez aimé? Et sinon, on se retrouve aussi la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.